Vous êtes sur I24, c'est le journal, mercredi 27 janvier. Merci d'être avec nous à la une de l'actualité. L'électron libre a repris sa liberté. Christiane Taubira a annoncé ce matin sa démission au président de la République. Démission acceptée. La garde des Sceaux, opposée à la déchéance de nationalité, sera remplacée par le député socialiste du Finistère, Jean-Jacques Urvoas. En colère hier, toujours remonté ce matin, les taxis ont reconduit leur mouvement de grève ce mercredi et ils ne désarment pas malgré la désignation d'un médiateur. À la une de l'actualité également aujourd'hui, la journée internationale de la Shoah, cérémonie officielle cet après-midi à l'ONU. L'ONU précisément qui a largement agacé le Premier ministre israélien, c'est assez rare. Ban Ki-moon déclare que le terrorisme est le résultat de la colonisation. Binyamin Netanyahou l'accuse en retour d'encourager la violence. Bienvenue à tous. La jambe gauche de François Hollande, disent certains, poil à gratter du gouvernement, diront d'autres. Christiane Taubira quitte donc ses fonctions et la date ne doit rien au hasard. C'est au moment où le débat sur la déchéance de nationalité arrive à l'Assemblée que la garde des Sceaux a donc remis sa démission. Résister, c'est partir. Voilà la réaction de l'ex-ministre sur Twitter, Julia Galantia. C'est la surprise de ce mercredi matin. La ministre de la Justice devait s'envoler pour les États-Unis cet après-midi. On apprend finalement qu'elle quitte le gouvernement. La décision aurait été prise le week-end dernier, une décision rendue publique alors que le Premier ministre doit présenter ce mercredi aux députés le texte définitif du projet de réforme constitutionnelle sur l'état d'urgence et la déchéance de nationalité. Une réforme à laquelle elle n'a jamais caché son opposition. Je ne fais pas mystère du fait que oui, je pense que la déchéance de nationalité n'est pas souhaitable pour des Français binationaux parce que l'efficacité, je l'ai dit avant tout le monde, et le Premier ministre en a convenu sans difficulté, est absolument dérisoire. Icône de la gauche, la garde des Sceaux a notamment fait adopter au Parlement la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels. Sur Twitter, l'ex-députée de Guyane s'est dite fière de son action Place Vendôme depuis 2012. Parfois résister, c'est rester, parfois résister, c'est partir, par fidélité à soi, à nous, pour le dernier mot à l'éthique et au droit. C'est le député du Finistère Jean-Jacques Urvoas qui a été nommé par le président de la République pour la remplacer, un proche de Manuel Valls, un spécialiste des questions de sécurité. Une nomination qui confirme le virage sécuritaire pris par le président de la République depuis les attentats de 2015 et en particulier depuis le 13 novembre. La passation de pouvoir aura lieu dans la journée. Alors justement, c'est un départ qui a évidemment des conséquences politiques. On va plus loin avec vous, Léa Berdugo. C'est finalement la caution de gauche de François Hollande qui s'en va aujourd'hui. Alors, soulagement pour l'exécutif ou malaise à la gauche de la gauche ? Eh bien, les deux aujourd'hui. Il s'agit d'un soulagement car Christiane Taubira représentait un poids pour la majorité. Ses prises de position contraires à la ligne défendue par l'exécutif encombraient le gouvernement. Taubira était devenue la cible préférée de la droite et de l'extrême droite. Certains députés avaient même appelé François Hollande à mettre de l'ordre au sein de son gouvernement. Cependant, cela va créer un malaise. Pourquoi ? Car Christiane Taubira représentait, vous l'avez dit, la caution de gauche du gouvernement qui prend aujourd'hui un tournant social-libéral. Elle était extrêmement respectée des frondeurs. Elle représentait un atout pour le gouvernement Valls en ce sens. Et au moment où les réformes économiques du gouvernement inquiètent ainsi que les mesures prises à la suite des attentats de Paris, eh bien, sa présence au gouvernement rassurait une certaine frange de la majorité. Cette annonce intervient alors que l'on attend un prochain remaniement gouvernemental. Alors, on peut se poser la question aujourd'hui de son avenir politique. Sera-t-elle à la tête des frondeurs et en tête du front contre l'exécutif de la frange la plus à gauche de la majorité ? Ou alors, fera-t-elle profil bas dans un premier temps ? Eh bien, la question reste ouverte. En tout cas, depuis l'annonce de sa démission ce matin, les réactions s'enchaînent. Oui, et elles sont nombreuses, notamment sur les réseaux sociaux. Des hommages tout d'abord d'une grande partie de la gauche. Bruno Leroux, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, dit sur Twitter « Respect pour Christiane Taubira, avec qui j'ai travaillé en amitié et confiance ». On se souvient de Cécile Duflot, qui avait quitté le gouvernement dès mars 2014. Elle a, elle, salué une décision de courage et de conviction de
Christiane Taubira. La fidélité à nos valeurs est une force. Et enfin, une réaction de la députée européenne d'Europe Écologie Les Verts, Karima Delli, qui représente la pensée de toute une frange de la gauche. Quand un gouvernement de gauche perd ses valeurs, il perd une personnalité de grande valeur. Et enfin, des tweets de joie et de soulagement d'une certaine partie de la droite et de l'extrême droite, alors que Marine Le Pen déclare que c'est une bonne nouvelle pour la France, rien que ça. Sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, est laconique. La seule justice chez Taubira, sa démission. À droite, Jean-François Copé, qui fait son grand retour médiatique avec un nouveau livre, s'autorise un trait d'humour narcissique pour une fois que je n'avais pas demandé sa démission. Smiley, clin d'œil à l'appui. Voilà pour les réactions. Merci Léa. Christiane Taubira, une ministre haute en couleur dès son entrée en fonction. Elle détonne par ses prises de position, mais également par ses bons mots et son humour. On voit ça avec vous, Betsabé. Oui, ainsi en juin dernier, l'ex-garde des Sceaux qui a déclenché l'hilarité de l'hémicycle sur les bancs de la gauche, mais aussi de la droite, lors d'une joute oratoire avec Éric Ciotti, le député des Républicains, venait d'accuser la garde des Sceaux d'avoir, je cite, lancé un ultimatum inédit au Premier ministre. Alors elle aurait tenté de convaincre Manuel Valls de la nommer au Conseil constitutionnel, des accusations lancées avec une telle conviction par Éric Ciotti que Taubira n'a pas pu s'empêcher de lui répondre avec un peu de dérision. C'était lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, juin 2015. On regarde. J'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique, avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Voilà, alors oui, parce que d'ailleurs, pourquoi Taubira obsédait-elle à ce point? D'ailleurs, peut-être parce qu'elle est si spontanée, humaine, et que contrairement à la plupart des femmes et hommes politiques du même rang, eh bien, elle ne se prend pas au sérieux. La preuve tout de suite en images, on est en septembre 2014 dans les studios de France Inter, intervention d'un auditeur, et radio oblige, eh bien, Christiane Taubira en oublie qu'elle est filmée aussi. Est-ce que vous êtes rassuré ? Absolument, ce sont des propos qui vont droit dans nos cœurs parce qu'en ce moment, la situation dans nos offices, dans nos instances est très dure. On se sent mis à l'index, montré du doigt. Un petit moment de solitude, personnalité joviale, donc Christiane Taubira, mais aussi une ministre débordée, épuisée. Et qui dit épuisée dit bien sûr à fleur de peau. Nous sommes le 4 février 2013. Christiane Taubira répond au député UMP Philippe Gosselin qui vient d'employer l'expression petit bout. Monsieur Gosselin, puisque c'est par petit bout que vous êtes amené. Fait personnel. Je vais essayer de vous répondre par petit bout. Oui, fatigue oblige. On a craqué sur ce plateau pour moins que des petits bouts. Un fou rire auquel les sénateurs ont eu droit d'ailleurs quelques semaines plus tard, toujours sur la loi sur le mariage pour tous. Alors Taubira qui restera donc cette icône du mariage pour tous, mais aussi de la compatibilité entre professionnalisme, certes, mais aussi légèreté. Voilà, et beaucoup d'humour quand même. Merci beaucoup Betsabé. À retenir également que Manuel Valls présente donc aujourd'hui son texte sur la révision constitutionnelle et sur la déchéance de nationalité. Il annonce qu'aucune référence à la binationalité ne sera dans la réforme constitutionnelle. C'est l'élément qui avait créé le malaise. Et puis à noter également que c'est aujourd'hui à 17h que le Conseil d'État doit trancher, mettre fin à l'état d'urgence, comme le demande la Ligue des droits de l'homme qui a saisi en référé la juridiction, ou alors aller dans le sens du gouvernement qui plaide, vous le savez, pour son maintien au-delà des 3 mois réglementaires. Réponse donc aujourd'hui à 17h. On va arriver à la grève des taxis dans un instant. Avant cela, et c'est un autre titre de l'actualité, sachez que les agriculteurs veulent frapper fort eux aussi aujourd'hui. Les éleveurs bretons ont promis un mercredi noir sur les routes de l'Ouest et vous le voyez à l'image, le mouvement s'est aussi étendu aux 2 régions voisines, la Normandie et les Pays de la Loire. Le gouvernement a pourtant promis hier
hier une rallonge, mais apparemment ça ne suffit pas. Voilà la grève des taxis, je vous le disais, épisode 2. Le mouvement est reconduit lui aussi toute la journée. Plusieurs villes sont concernées, pas seulement Paris, et ce, malgré la nomination d'un médiateur par Matignon, Lise Barenbaum. Deuxième journée de mobilisation pour les taxis. Le mouvement engagé par 11 syndicats et associations de la profession est reconduit aujourd'hui. Après un mardi noir, la circulation est toujours bloquée à la Porte Maillot et devant le ministère de l'économie à Bercy. Et plusieurs conducteurs ont passé la nuit sur place. Leurs exigences sont claires, la fin des voitures de tourisme avec chauffeur, incarnées par les chauffeurs de l'application mobile Uber. Aujourd'hui, la revendication, c'est l'éradication du VTC ou bien l'indemnisation de tous les chauffeurs de taxi. Malgré la nomination d'un médiateur par Matignon, des milliers de taxis continuent à bloquer les grandes villes. Le député socialiste Laurent Grand-Guillaume, membre de la commission des finances, devra organiser une concertation entre taxis et VTC. Hier, Manuel Valls a reçu des représentants d'organisations de taxis. Le Premier ministre a annoncé le renforcement des contrôles contre les pratiques illégales de certains VTC et dénoncé les violences commises par certains grévistes. Les manifestations ont déjà engendré plusieurs incidents. Le bilan, 24 interpellations et un blessé en Île-de-France. Les taxis réclament pour la énième fois une compensation à la baisse d'activité et à la chute des prix des licences. Le résultat d'une concurrence qu'ils jugent déloyale de la part des VTC qui ne respecteraient pas la loi Thévenoud votée en 2014. Pour le porte-parole de la CGT Taxi, le gouvernement ne laisse pas d'autre choix à sa profession. Les chauffeurs et la profession n'ont pas d'autre choix que de se maintenir et de montrer leur détermination en prolongeant cette grève, tout simplement. Plusieurs dizaines de taxis continuent à bloquer les accès des aéroports de Roissy et Orly aujourd'hui. Il a quitté Rome pour Paris. Le tapis rouge va même lui être déroulé. Hassan Rouhani doit arriver cet après-midi dans la capitale française. Première visite d'un président iranien en Europe en 17 ans. Alors il doit rencontrer François Hollande, bien sûr, mais aussi et surtout des chefs d'entreprise. Christian Mallard, c'est une visite plus économique que politique ? Oui, bien entendu, Rouhani fait tout pour réussir le retour de l'Iran sur l'échiquier politique international. La visite en Italie, mais surtout la visite en France sont des visites tests avec une question à la clé. Est-ce qu'on peut faire confiance à un pays qui a une communauté aujourd'hui de 80 millions de personnes? C'est un nouvel Eldorado pour les affaires. Mais est-ce qu'on peut faire confiance aussi à un régime qui continue à soutenir le terrorisme, des groupes terroristes comme le Hamas, le Hezbollah, qui fait la guerre à l'Arabie Saoudite, son rival numéro 1 sunnite pour une suprématie régionale, et puis qui continue à nier le droit à l'existence d'Israël. Alors justement, est-ce que François Hollande va aborder avec son homologue iranien tous ces sujets qui fâchent, vous les avez dit, les droits de l'homme, le soutien au terrorisme et les menaces directes aussi à Israël? Non, alors il est évident que François Hollande ne fera rien pour, disons, mettre à mal ou pour indisposer son hôte en public. Il est vrai qu'en privé, en revanche, il sera très pragmatique. Il sait faire de la réelle politique avec un pays qui n'est pas fréquentable, l'Iran, il faut le dire. Et en même temps, il dira à Rouhani en privé que si l'Iran veut être fréquentable par la communauté internationale pour l'avenir, il lui faudra quand même peut-être être beaucoup plus sérieux, fiable en matière de respect des droits de l'homme, arrêter cette guerre ridicule avec l'Arabie Saoudite et puis peut-être aussi aider à la stabilisation du Moyen-Orient avec Israël. Mais là, j'ai peur, Barbara, qu'on connaisse déjà la réponse. Voilà, merci Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Il y en a peu dans l'histoire, ces jours précis, ces dates précises qui changent à jamais la face du monde. C'était le 27 janvier 1945, il y a 71 ans, jour pour jour, le camp d'Auschwitz était libéré par l'armée soviétique. Le monde découvre alors l'horreur absolue et c'est aujourd'hui qu'on marque la journée internationale de la Shoah. Joseph Emmanuel. C'est en 2002 qu'est instituée la journée internationale du souvenir, dédiée aux victimes de la Shoah. À l'origine de cette initiative, les ministres de l'éducation des États membres européens. Ils l'ont voulu comme une prévention des crimes contre l'humanité. La journée a été adoptée par une résolution onusienne en 2005. La date n'a pas été choisie au hasard. Le 27 janvier 1945, le camp d'Auschwitz est libéré par une avant-garde de l'armée rouge. Cette journée rappelle les droits et libertés associés à la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans distinction aucune, notamment fondée sur la race, la religion ou toute autre condition.
Elle rappelle également le principe fondateur des Nations Unies, dont la création est liée à la défaite du régime nazi. C'est donc naturellement que cette journée encourage les États à promouvoir des projets éducatifs, à protéger les lieux de mémoire liés à l'Holocauste. En Israël, on ne fête pas particulièrement cette journée internationale, car Israël a sa propre journée de mémoire de la Shoah, et ce depuis le début de son existence. L'an dernier, le président François Hollande s'était rendu à Auschwitz pour commémorer le 70e anniversaire de la libération du camp. À cette occasion, et seulement 3 semaines après les attentats de janvier, le président avait pourfendu ce qu'il avait nommé le poison de l'antisémitisme. Binyamin Netanyahou, lui, interpelle les dirigeants européens en leur posant la question « Que faites-vous contre l'antisémitisme ?» Et on vous retrouve, Daniel Haïk, au mémorial de la Shoah à Jérusalem, au musée Yad Vashem. Alors il faut le souligner, en Israël vivent toujours un peu plus de 200 000 rescapés des camps de la mort, souvent dans des conditions difficiles, on l'a vu dans ce journal. Mais hier, certains d'entre eux ont été reçus par Binyamin Netanyahou. Oui, effectivement, Barbara, il faut rappeler qu'il y a entre 180 et 200 000 rescapés de la Shoah qui vivent aujourd'hui en Israël. Ils ont une moyenne d'âge de 85 ans et leur situation sociale est souvent difficile. En tout cas, 24%, un quart d'entre eux vivant de ça, du seuil de pauvreté. Il faut noter qu'il y a des milliers de jeunes Israéliens qui se portent volontaires pour aller au domicile de ces rescapés de la Shoah. Des jeunes qui veulent écouter les témoignages, qui veulent aussi dialoguer avec ces survivants de la Shoah. Et effectivement, Binyamin Netanyahou a tenu à recevoir à l'occasion de cette journée internationale de la Shoah, il a tenu à recevoir une délégation de rescapés de la Shoah hier à Tel Aviv. Il a écouté leur témoignage et il leur a dit que pour lui, eh bien, il considérait que les terroristes de Daesh étaient les nazis de notre époque. Alors, à l'occasion, Daniel, de cette journée internationale de la Shoah, le président israélien va rendre publique aujourd'hui une lettre jamais publiée. C'est la demande de grâce présidentielle du nazi Adolf Eichmann quelques jours avant son exécution. Oui, effectivement, c'est un document qui est en train d'être rendu public. Donc, effectivement, pour la première fois, un document signé de la main d'Adolf Eichmann, qui a écrit à l'époque au second président de l'État d'Israël, Yitzhak Ben-Zvi, pour lui demander la grâce présidentielle. Et il n'a obtenu, bien entendu, aucune réponse positive, qu'un rejet de cette requête. Également, une lettre de son épouse, de l'épouse d'Adolf Eichmann, le tortionnaire nazi, qui a été jugé donc il y a de cela 55 ans en Israël, à Jérusalem, pour ces crimes. C'était l'artisan de la solution finale. Et il faut noter qu'aujourd'hui, donc à la présidence de l'État à Jérusalem, Reuven Rivlin va recevoir des personnes qui ont participé à la capture d'Adolf Eichmann, comme par exemple l'ancien responsable du Mossad, Rafi Eitan, également des gens, la famille de Gideon Ozner, qui a été le procureur général, un procureur général très célèbre à l'époque dans le procès Eichmann, un procès Eichmann qui a bouleversé la population israélienne et qui a modifié totalement l'approche qu'avaient les Israéliens, ce que l'on appelait les Sabras, nés en terre d'Israël, face à la Shoah. Voilà, un procès extrêmement important dans l'histoire du pays. Merci Daniel Haïk depuis Jérusalem et le mémorial de la Shoah. Il est 13h18 à Tel Aviv, c'est le journal. Merci d'être avec nous sur I24, l'essentiel de l'actu du jour avec vous Elsa. Bonjour Barbara, bonjour à tous. Un premier cas du virus Zika a été signalé en Europe, dans un hôpital danois. Le patient est un touriste qui avait voyagé en Amérique du Sud et centrale. Sur place, la maladie se transmet par une piqûre de moustique et est associée à une explosion de naissance de bébés microcéphales. Le milliardaire américain Donald Trump ne participera pas au prochain télévisé en vue des primaires républicaines. En cause la présence en tant que modératrice de Megyn Kelly, une journaliste de Fox News. Donald Trump lui reproche de manquer de neutralité. Annonce des nominations pour les récompenses des Césars. Pour les meilleurs films, on compte Dipan de Jacques Audiard. Catégorie meilleur acteur, Gérard Depardieu, Vincent Lindon ou encore Fabrice Lucchini. Meilleure actrice, Catherine Deneuve ou encore Isabelle Huppert. Voilà, on reviendra sur ces nominations César dans le journal. Merci Elsa. Tout de suite, un coup d'œil à la météo de ce mercredi.
C'est le journal sur I24. Merci d'être avec nous. On en vient au clash diplomatique du jour. Et c'est assez rare. Un Premier ministre face au secrétaire général de l'ONU. Ban Ki-moon a déclaré que le terrorisme est le résultat de la colonisation israélienne. Binyamin Netanyahou l'accuse en retour d'encourager la violence. Maxime Pérez. Un discours qu'il a voulu ferme et alarmiste. Mardi, devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est inquiété de la poursuite des violences au Proche-Orient et de l'absence de tout dialogue politique entre Israéliens et Palestiniens. Les attaques au couteau, les voitures béliers, les fusillades menées par les Palestiniens contre des civils israéliens, que je condamne dans leur ensemble, ainsi que les heurts entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes, continuent de prendre des vies. Mais les mesures de sécurité seules ne pourront endiguer ces violences. Elles ne peuvent être la réponse au profond désespoir qui habite certains Palestiniens, notamment les plus jeunes. Des déclarations qui ont immédiatement fait bondir Benyamin Netanyahou, déjà mis en cause sur la scène politique intérieure pour sa gestion de l'actuelle vague d'attentats. Le Premier ministre n'a pas mâché ses mots. Les propos du secrétaire général ne font que renforcer le terrorisme. Il n'y a aucune justification pour le terrorisme. Les meurtriers palestiniens ne désirent pas construire un État, ils veulent détruire un État. Et ils l'affirment publiquement. Ils souhaitent tuer des juifs partout où ils se trouvent et ils le disent publiquement. Il n'y a pas de meurtre qui serve la cause de la paix ou celle des droits de l'homme. Une escarmouche diplomatique qui satisfait les Palestiniens. Elle intervient suite à l'annonce d'un nouvel appel d'offres concernant 150 logements dans des implantations juives de Cisjordanie. La semaine dernière, c'était la saisie de 150 hectares de terres agricoles palestiniennes près de la ville de Jéricho, qui avait valu à Israël de vives condamnations internationales, y compris américaines. Torah Ben Sapir, en Israël, on a plutôt l'habitude de ces coups bas de l'ONU réguliers, mais là, on a été surpris quand même par la virulence du ton de Ban Ki-moon. Oui, parce qu'il y a eu les critiques habituelles sur les implantations qui sont un obstacle à la paix, un obstacle à l'État palestinien. De cela, on y est habitué, même si sur ce sujet précis également, eh bien, Ban Ki-moon a utilisé d'une rhétorique et d'un vocabulaire peut-être plus virulent qu'auparavant. Mais il y a surtout cette phrase que l'on va voir s'afficher à l'écran sur la lutte des Palestiniens comme d'autres peuples opprimés, nous dit le secrétaire général des Nations Unies, comme d'autres peuples opprimés l'ont montré au long de l'histoire, il est dans la nature humaine de s'opposer à l'occupation. En d'autres termes, eh bien, poignarder des jeunes femmes, c'est tout à fait légitime parce que c'est lutter contre l'occupation. Même si l'on se place, Barbara, dans la perspective de Ban Ki-moon, même si l'on parle d'occupation, en général, les autres peuples opprimés auxquels Ban Ki-moon semble avoir fait allusion, eh bien, ils se sont rebellés contre des militaires, contre l'armée. Et là, c'est pas le cas, puisque la plupart des victimes israéliennes de ces derniers temps sont des civils. Donc, même en se plaçant dans le même ordre d'idées, dans la même philosophie, ces propos restent tout à fait scandaleux. Ils sont scandalés, bien évidemment, en Israël et au-delà. C'est bien ça qui a largement fait siffler les oreilles de Binyamin Netanyahou. De Binyamin Netanyahou et pas seulement lui. D'ailleurs, il a été très, très rapide à réagir. La réaction qu'on a vue dans le reportage de Maxime, eh bien, elle a été enregistrée presque immédiatement après que Ban Ki-moon ait pris la parole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis le même son de cloche a pu être entendu de la part de l'opposition israélienne, centriste ou de gauche. Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir, Ban Ki-moon, comme effet politique en déclarant ce genre de choses ? Écoutez, avec ce genre de déclaration, on imagine mal Israël et les Nations Unies coopérer sereinement dans une éventuelle tentative de relance du processus de paix. Donc, en quelque sorte, Ban Ki-moon a brûlé les ponts entre l'ONU et Israël, et même de son point de vue, c'est tout à fait contre-productif. Maintenant, ces propos, il faut les replacer dans un contexte plus général, un contexte où, eh bien, on a l'impression que de part et d'autre, le ton monte vis-à-vis d'Israël, et que même de la part des meilleurs amis, des meilleurs alliés d'Israël, c'est pas le cas des Nations Unies, mais c'est le cas des États-Unis. Et on se souvient la semaine dernière des propos très critiques, pas aussi virulents bien évidemment que ce Ban Ki-moon, mais très critiques, tenus par l'ambassadeur américain en Israël, Dan Shapiro. Les Européens également se montrent de plus en plus agacés vis-à-vis d'Israël. Donc là, on a l'impression que les taux se resserrent et il est fort possible que
Dans ce contexte, eh bien, Benjamin Netanyahou et son gouvernement décident peut-être d'une initiative diplomatique qui pourrait, en tout cas, montrer à la communauté internationale qu'Israël est de bonne volonté. Voilà, le gouvernement israélien obligé de lâcher du lest. Merci Dror pour cette analyse. Et pendant ce temps, regardez ces images en Israël, ce nouvel enterrement, nouvelle victime du terrorisme justement, une civile. Elle n'avait que 23 ans, elle s'appelait Shulamit Kriegman et elle est morte hier matin. Elle a succombé à ses blessures après avoir été poignardée la veille par 2 terroristes palestiniens. À suivre dans le journal, on parle d'une proposition de loi qui crée le malaise en Israël, des artistes et des œuvres d'art obligés, pour simplifier, de loyauté envers la patrie. Et c'est signé par la sulfureuse ministre de la Culture.